Vous vous réveillez après une sieste. Vous actionnez l'interrupteur de la lumière. Rien, c'est toujours l'obscurité totale. La batterie de votre téléphone est à plat. Le chargeur est inutile. Pas de Wi-Fi, pas de télévision, juste de la friture à la radio. Vous êtes complètement isolé. Vous vous déplacez vers la fenêtre et voyez que toute la ville est plongée dans l'obscurité. Puis, sans prévenir, le ciel nocturne explose en tourbillons de teintes vertes, violettes et bleues. C'est une aurore boréale, dans un endroit où elle ne devrait jamais se produire. Que se passe-t-il donc ? Ce qui ressemble à un véritable cauchemar moderne pourrait se réaliser si une super puissante tempête solaire frappait la Terre. Et cela pourrait coûter des trillions de dollars rien qu'aux États-Unis. Alors maintenant, les scientifiques construisent une sorte de système d'alerte. C'est un feu de circulation spatiale aidant à nous protéger des dangers cachés de notre propre soleil qui donne la vie. Commençons par le commencement. Les tempêtes solaires sont des explosions gigantesques d'énergie qui proviennent du soleil. Imaginez le soleil comme une grande sphère enveloppée dans un enchevêtrement chaotique de champs magnétiques, tout comme vos fines mèches de cheveux après une nuit agitée. Maintenant, à mesure que le soleil tourne, ces champs magnétiques commencent à s'entortiller. Mais voilà le problème. Ils ne se déplacent donc pas tous à la même vitesse, et c'est cela qui déséquilibre tout. Parce que ces champs magnétiques enchevêtrés s'étirent et se tordent tellement qu'ils finissent donc par se rompre et se reconnecter. Et quand cela se produit, boum, des tonnes d'énergie se libèrent et traversent l'espace. Une tempête solaire, c'est exactement cela. Une soudaine éruption d'énergie, de particules, de champs magnétiques et de matière chaude éjectées par le soleil. Et cela se manifeste généralement sous 3 formes puissantes. Tout d'abord, l'éruption solaire. C'est une éblouissante pointe de radiation ou de lumière qui offre un spectacle spectaculaire. Ce sont les explosions les plus puissantes de notre système solaire. Les éruptions solaires envoient toutes sortes d'énergie à travers le spectre électromagnétique, y compris les rayons X, les rayons gamma et les ondes radio. Ensuite, la tempête de radiation. Cela se produit lorsque le Soleil lance des particules chargées, comme des électrons et des protons, dans l'espace à des vitesses extrêmement élevées. Pour vous donner une idée, les particules les plus rapides peuvent parcourir les 149,6 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre en seulement 30 minutes. Et enfin, l'éjection de masse coronale. C'est quand d'énormes nuages de plasma explosent que depuis la couche externe du Soleil, connue sous le nom de couronne. De loin, cela ressemble à d'immenses bulles éclatant à la surface du Soleil. Ces explosions sont si puissantes qu'elles peuvent propulser des milliards de tonnes de matière au cœur du système solaire en une seule et puissante décharge. D'accord. Donc les tempêtes solaires projettent toutes ces matières dans le système solaire. Et cela devrait aller. Sauf que ce n'est pas le cas, car cela peut nous affecter. Lorsqu'une tempête solaire se dirige vers la Terre, les choses peuvent devenir compliquées. Si elle percute notre champ magnétique, cela déclenche ce qu'on appelle une tempête géomagnétique. Et cela peut sérieusement perturber notre vie quotidienne. Par exemple, prenez les satellites. Une forte tempête géomagnétique peut les endommager ou les faire s'éteindre pendant un certain temps. Les systèmes GPS, comme celui de votre téléphone ou de votre voiture, peuvent cesser de fournir des directions précises. Les signaux de télévision peuvent avoir des ratés ou se couper. Même les appels téléphoniques pourraient être interrompus ou avoir une qualité sonore étrange. À une plus grande échelle, l'Internet lui-même pourrait rencontrer de sérieux problèmes. Si les fournisseurs de services tombent en panne, tous les systèmes qui dépendent du web pour rester connectés pourraient cesser de communiquer entre eux. Cela pourrait laisser d'innombrables personnes et entreprises complètement hors ligne. Les experts disent qu'un tel scénario de apocalypse Internet pourrait coûter entre 600 milliards de dollars et un montant stupéfiant de 2,6 trillions de dollars en dommages. Et cela rien qu'aux États-Unis. La communication radio pourrait également pâtir de la situation. Et c'est un problème de taille, car lors d'une panne massive, c'est généralement l'un des rares moyens par lesquels nous pouvons encore recevoir des informations. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Cela peut également perturber les vols dans le monde entier. Et pour les gens ordinaires, cela pourrait signifier des avions cloués au sol, des voyages retardés et une confusion totale dans les aéroports. Il peut également envoyer un courant électrique supplémentaire circulant à travers les lignes électriques. Cette montée soudaine peut surcharger les transformateurs et couper l'électricité. Ce n'est pas juste une situation hypothétique. Cela s'est réellement produit au Canada en 1989, par exemple. Une tempête solaire a plongé toute la province du Québec dans l'obscurité pendant 9 heures d'affilée.
Bien que les puissantes tempêtes solaires ne frappent pas souvent la Terre, elles peuvent et arrivent, effectivement. En fait, l'une d'elles a frappé en mai de 2024. Vous vous souvenez peut-être des actualités? Les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de vidéos d'étranges aurores illuminant le ciel dans des teintes de vert, de rouge et de bleu. Mais la partie étonnante est que ces aurores se sont manifestées dans des endroits où elles ne sont pas censées apparaître. Des personnes dans des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Corée du Sud, l'Espagne et bien d'autres ont pu assister à ce spectacle céleste époustouflant pour la toute première fois de leur vie. Et tout cela s'est produit à cause d'une tempête solaire. La tempête de Ganon. Oui, lorsqu'une tempête solaire est suffisamment puissante, elle pousse les aurores bien au-delà de leurs zones habituelles, les rendant visibles dans des endroits beaucoup plus proches de l'équateur. Bien qu'elles soient toujours considérées comme rares, les tempêtes géomagnétiques puissantes se produisent de plus en plus souvent. C'est parce que le Soleil traverse ce que l'on appelle le maximum solaire. En gros, il s'agit d'un pic d'activité solaire qui se produit environ tous les 11 ans. Alors, quand la prochaine grande tempête solaire va-t-elle nous frapper? Eh bien, peut-être bientôt. La NASA dit qu'un événement comme celui-ci pourrait survenir à un moment donné en 2025. Cela pourrait se produire la semaine prochaine ou peut-être dans quelques mois. Mais voici le point délicat. Personne ne sait exactement quand cela se produira. Il est difficile de le prédire car le Soleil est complexe et en constante évolution. Ainsi, il y a beaucoup d'incertitudes concernant la vitesse et la direction des tempêtes solaires. C'est pourquoi nous avons des satellites flottant à environ 600 000 km de la Terre pour les surveiller. Mais voici le problème. Lorsqu'une grande explosion solaire se produit, elle peut atteindre la Terre en seulement un jour. Et comme nos satellites sont encore assez proches de nous, nous ne découvrons les informations importantes, comme la direction de la décharge magnétique, qu'environ 1 heure avant qu'elle ne frappe. C'est à peine suffisant pour agir. Cela rend extrêmement difficile la préparation et la protection des choses sur lesquelles nous comptons au quotidien, comme les lignes électriques, les services Internet, les réseaux téléphoniques et les satellites qui survolent notre tête. Donc aujourd'hui, nous espérons simplement le meilleur. Et cela nous ramène à pourquoi nous avons besoin d'un système de feu tricolore pour nous protéger des tempêtes solaires. Le principal objectif du projet PEG n'est pas seulement de prédire quand une tempête pourrait frapper, mais aussi de comprendre à quel point elle pourrait être grave et quel type de dommages elle pourrait causer ici sur Terre. Ce feu de circulation sera un algorithme. Il collectera des informations provenant des télescopes observant le Soleil et des satellites en orbite autour de la Terre. Ensuite, il intégrera ces données dans des modèles avancés. Ces modèles peuvent prévoir la quantité de radiation présente dans l'espace, comment elle pourrait affecter les engins spatiaux, et quel impact elle pourrait avoir ici-bas sur Terre. Cela aidera également les opérateurs de satellites à déterminer si les conditions spatiales sont sûres ou non. De la même manière que votre prévision météo locale vous indique si vous pourriez avoir besoin d'un parapluie, ce système fera de même pour les satellites, les avertissant lorsqu'il est préférable de s'éteindre ou de rester protégé. Mais l'idée principale est que cette technologie pourrait nous alerter beaucoup plus tôt des dangers venant du Soleil. Avec ces calculs de type feu de circulation, nous pourrions savoir quand une tempête solaire arrive et à quelle intensité elle sera jusqu'à 2 jours à l'avance. C'est un grand pas, car cela nous donnera enfin la chance de mieux nous préparer pour la prochaine. En 2023, un ancien ingénieur de la NASA a affirmé avoir construit une machine capable de se soulever contre la gravité, et ce sans utiliser de carburant. Pas de fusée, pas de feu, pas d'échappement, juste de l'électricité. Si cela est vrai, les lois les plus sacrées de la physique et tout ce que nous savons sur le voyage spatial s'en trouveraient à bouleverser. Alors, s'agit-il d'un canular de plus ou d'une porte vers l'avenir? Le nom de cet ingénieur est Charles Buller. À la NASA, il veillait à ce que les fusées n'explosent pas comme ça, accidentellement. Il a fait partie des programmes Space Shuttle, Hubble, ISS, entre autres méga-projets. Maintenant, Buller et son équipe travaillent pour une entreprise privée qui s'appelle Exodus Propulsion Technologies, et ils essayent de réaliser un vieux rêve d'ingénieur spatial, un vaisseau qui n'aurait pas besoin de carburant. C'est le genre de choses qui changerait instantanément tout ce qui concerne le voyage dans l'espace. Imaginez un avenir où vous pourriez aller sur la Lune, sur Mars, ou où vous voudrez sans dépenser une quantité colossale de ressources, et il affirme que lui et son équipe ont enfin résolu le problème, qu'ils ont construit une machine capable de s'élever dans les airs sans aucun propulseur.
Vous avez bien entendu, l'équipe affirme avoir enfreint la troisième loi de Newton, la règle fondamentale de notre monde selon laquelle chaque action nécessite une réaction égale et opposée. Par exemple, dans les fusées, on expulse du carburant à l'arrière, c'est l'action. Poussée ainsi, la fusée avance, c'est la réaction. Un dispositif magique de ce genre enfreindrait également le principe de conservation de la quantité de mouvement. Lorsque vous exercez une poussée sur quelque chose, vous gagnez du mouvement, mais cette autre chose doit acquérir une quantité de mouvement égale dans la direction opposée pour que tout soit équilibré. Selon ses inventeurs, cet appareil changerait la quantité de mouvement totale du système à partir de rien. Mais comment obtenir un quelconque mouvement sans pousser contre quoi que ce soit? C'est comme un ballon qui pourrait avancer tout en conservant tout son air. Si cette machine fonctionne réellement, c'est qu'il doit exister une force naturelle que nous aurions manquée pendant toutes ces centaines d'années d'études du monde physique. Bühler lui-même l'a appelée la nouvelle force. Essayons un peu de comprendre. Pour créer cet appareil magique, ils ont utilisé l'électrostatique. Leur appareil de test était petit, un objet de 30 grammes, à peu près de la taille d'un jeu de cartes, et il a réussi à créer une poussée, ou une impulsion, en utilisant des champs électriques. Un type de force invisible créée par des charges électriques. La nouvelle force commence à fonctionner lorsque deux événements se produisent dans le système. Le premier est le déséquilibre électrique. Une pression électrique se produit à travers certaines parties de l'appareil, un peu comme la pression de l'air. Si cette pression n'est pas répartie de manière homogène, par exemple, si un côté a plus de poussée électrique que l'autre, c'est le premier élément. Et cela se produit lorsque le champ électrique, la force invisible que les charges électriques créent, est configuré de manière optimale. Il doit se déployer d'une certaine manière, pas en ligne droite, mais de façon inégale et en éventail, comme les rayons du soleil ou ceux d'une roue. Et voilà, quand cela se produit, l'appareil se pousse lui-même et fait bouger l'objet entier. Au début, cette mystérieuse nouvelle force était minuscule et à peine perceptible, peu ou pas de poussée et pas de bruit. Mais avec chaque amélioration, les choses ont commencé à changer. Et en 2023, ils ont finalement mesuré une poussée suffisante pour surmonter la gravité terrestre. Le plus étrange dans tout ça, c'est que selon Bühler, dans certains cas, la poussée continue même lorsque l'alimentation est coupée, tant qu'il reste de la charge dans les matériaux. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Cela suggère quelque chose de totalement nouveau en physique, quelque chose de plus profond que ce que nous comprenons actuellement. Alors maintenant, tout scientifique honnête commence à transpirer, parce que ça semble délirant. Et franchement, ça pourrait l'être. Bühler admet qu'il s'agit encore d'un travail préliminaire. L'équipe a publié sa découverte et a obtenu un brevet. Soit dit en passant, l'entreprise emploie des personnes qui ont travaillé à la NASA, chez Blue Origin et dans l'US Air Force. Ils bidouillent ce genre de choses depuis des décennies. Charles a présenté ses conclusions à l'APEC, une conférence pour les personnes passionnées par la propulsion alternative et des choses folles comme les moteurs à distorsion, l'antigravité et tout ce qui concerne Star Trek. Maintenant, ils travaillent activement sur ce projet. Bien sûr, le sujet est encore très controversé et de nombreux scientifiques restent sceptiques. Il pourrait y avoir une erreur que personne n'a encore détectée. Ainsi, ils veulent tester la machine dans l'espace. Si elle fonctionne là-haut aussi, cela pourrait changer le voyage spatial à jamais. Ça pourrait être réel parce que ce n'est pas la première fois que nous découvrons quelque chose de ce genre. Récemment, une start-up appelée Evo Ltd a affirmé avoir construit un Quantum Drive, un autre dispositif de propulsion qui apparemment n'a pas besoin de carburant. Ses créateurs ont dit qu'ils exploitaient une théorie étrange et controversée de la physique appelée inertie quantifiée. Elle a été élaborée par un physicien britannique du nom de Mike McCulloch. En gros, il a affirmé que l'inertie, cette propriété qui pousse les objets à résister à l'accélération, n'est pas une règle fondamentale de la nature, mais un effet causé par un rayonnement quantique étrange à la limite de l'univers observable. En termes simples, si cette théorie est correcte, alors dans les bonnes conditions, vous pourriez être capable de générer une poussée sans rien projeter vers l'arrière. Plus besoin de carburant, juste de l'électricité et une installation suffisamment ingénieuse. De nombreux scientifiques n'y croient pas, mais qui sait, peut-être que c'est pour cela que ces nouvelles inventions pourraient réellement fonctionner. Quoi qu'il en soit, au départ, l'entreprise Evo a été fondée par une petite équipe de techniciens qui souhaitaient découvrir l'énergie sans fil. Leur première grande idée s'appelait CBAT, transmission aérienne à base capacitive. En gros, une manière sophistiquée de transmettre de l'électricité sans fil, par le biais de l'air, mais quelque part, en cours de route, ils ont changé de direction. Ils ont commencé à se demander, si nous pouvons faire passer de l'électricité dans l'air de cette manière,
Pouvons-nous également déplacer des objets? Pouvons-nous repenser l'inertie elle-même? Ainsi, en 2021, ils ont commencé à travailler sur un dispositif de propulsion basé sur cette théorie de l'inertie quantifiée. Ils ont construit leur propulseur Quantum Drive autour de cette idée. C'était un système électrique autonome. Pas de réservoir de carburant, pas de combustion. Juste une boîte prête à l'emploi qui fait bouger les engins spatiaux. Selon eux, c'est léger, empilable, et ça peut être fixé à un satellite comme un grille-pain. Et ça ne pèse que quelques centaines de grammes, bien plus léger qu'un propulseur traditionnel. En 2023, ils l'ont testé. Pas dans le garage de quelqu'un, mais dans une véritable chambre à vide, simulant les conditions de l'espace. L'équipe a déclaré avoir écarté toutes les forces connues qui pourraient se fausser les résultats. Et ils ont réussi à générer une poussée. Pas beaucoup, mais de manière cohérente et mesurable. Puis est venu le grand moment. Evo et une entreprise partenaire, Rogue Space Systems, ont lancé le Quantum Drive dans l'espace. Et maintenant, ils attendent les résultats des tests. Beaucoup de physiciens pensent que tout cela n'est que baliverne. Certains d'entre eux ont fait remarquer que ça ne pouvait pas marcher, car il s'agirait alors d'une machine à mouvement perpétuel. En gros, si un appareil comme celui-ci fonctionnait réellement, on pourrait l'utiliser pour produire de l'énergie de manière infinie, ce qui enfreint la première loi de la thermodynamique. Mais selon Evo, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils disent que l'inertie quantifiée fonctionne bien selon les lois de Newton, juste un peu différemment. Quoi qu'il en soit, tout cela doit être vérifié 2 fois. Les sceptiques ont tout à fait raison, car beaucoup de personnes ont de mauvais souvenirs. En 2001, un ingénieur britannique nommé Roger Scheuer a présenté l'M-Drive. C'était un appareil étrange en forme de cône qui, supposément, créait une poussée sans rien éjecter à l'arrière. Les gens étaient super enthousiastes. La NASA l'a même testé avec leur équipe d'EagleWorks. Et en 2016, ils ont affirmé avoir détecté de minuscules quantités de poussées provenant de l'M-Drive. Les médias ont parlé de révolution. Les gens et les scientifiques n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais plus tard, des études plus poussées, y compris une étude provenant d'une université allemande qui a vraiment bossé sur le sujet, ont découvert la triste réalité. Il ne s'agissait que d'une erreur expérimentale. En 2021, le verdict est tombé. Le moteur M-Drive ne fonctionnait pas. Ce n'était que du bruit expérimental, des données mal comprises, un autre rêve qui partait en fumée. De nombreuses inventions, sans propulseur, se sont heurtées à un énorme mur tenace, les lois de la physique. Il est donc trop tôt pour dire si ces startups réussiront à changer le monde à jamais. Mais si cela s'avérait réel, ce ne serait pas simplement un nouveau moteur, ce serait une toute nouvelle ère. Ce module, le Cosmos 482, une capsule de haute technologie, avait été conçu pour résister aux chaleurs les plus extrêmes d'une autre planète. Mais un incident est survenu. Il n'a jamais quitté l'orbite terrestre. Durant plus d'un demi-siècle, il a tourné en silence autour de la planète, complètement oublié, jusqu'à aujourd'hui. En mai 2025, la gravité a fini par l'attirer vers la Terre. Le voici de retour, conçu pour endurer la rentrée atmosphérique, mais si imprévisible qu'il pourrait s'écraser n'importe où. Sans alerte, sans parachute, une sphère de près de 500 kg tombant du ciel, une météorite artificielle, capable de semer le chaos. En 1972, cette sphère à l'allure étrange fut lancée pour une mission à destination de Vénus. Imaginez Vénus comme la jumelle maléfique de la Terre, semblable en taille, mais la ressemblance s'arrête là. C'est la planète la plus brûlante du système solaire, avec des températures pouvant atteindre les 460 degrés, assez pour faire fondre le plomb. Sa pression atmosphérique est environ 93 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui reviendrait à se retrouver à plus de 900 mètres sous la mer, écrasé comme dans un compacteur d'ordures. Et son atmosphère, composée de dioxyde de carbone, est parcourue de nuages déversant littéralement de l'acide sulfurique. Une véritable fournaise infernale. Pourtant, Cosmos 482 était censé y parvenir et s'y poser. Mais pas pour bien longtemps. Il s'agissait d'une mission de reconnaissance vouée à l'autodestruction. Le vaisseau était censé se poser et transmettre quelques données, pendant quelques instants, tout au plus, sur une surface capable d'écraser, brûler et désagréger presque tout ce qui la touche. Par quel miracle! Il disposait de boucliers thermiques pour traverser les flammes de l'atmosphère, d'un minuscule système de refroidissement pour résister quelques minutes, et d'un blindage conçu pour affronter les conditions extrêmes de Vénus. C'était, à vrai dire, une sorte de coffre-fort technologique, spécialement conçu pour un aller simple. Et cela, dès le début des années 70. Détail fascinant. Même de nos jours, aucun appareil n'a encore été fabriqué pour survivre à un tel environnement. Nos submersibles de haute profondeur peuvent résister à des pressions colossales, mais pas à une chaleur pareille. Quant aux capsules spatiales, elles ne supportent des températures extrêmes que sur de très courtes durées.
Même les parois des réacteurs nucléaires, conçus pour supporter une pression considérable, s'effondreraient si de l'acide pleuvait dessus sans arrêt. Maintenant, une tournure amusante de cette histoire est que l'atterrissage sur Vénus avait déjà été réalisé en 1970. Venera 7 est devenue la première sonde spatiale à atterrir sur une autre planète et à transmettre des données vers la Terre, survivant à la surface de Vénus pendant 23 minutes complètes avant de fondre. Cela a prouvé que l'impossible était possible, mais pas pour Cosmos 482. Alors, que s'est-il passé avec Cosmos 482 ? On s'imagine souvent qu'un voyage spatial consiste simplement à allumer les moteurs, décoller, et le tour est joué. En réalité, ce n'est pas aussi simple. La procédure commence par une première poussée, qui place l'appareil en orbite terrestre, une sorte de voie de stationnement dans l'espace. Ensuite, une seconde mise à feu, minutieusement programmée, permet d'échapper à cette orbite et de se diriger vers la destination finale. Cosmos 482 a parfaitement atteint cette orbite initiale, mais la seconde impulsion a échoué. Sans elle, aucun départ possible. Au lieu de partir vers Vénus, la capsule est restée piégée autour de la Terre pendant 50 années. Mais qu'est-ce qui permet à un objet de rester ainsi en orbite si longtemps ? Lorsqu'un objet est lancé dans l'espace, il ne s'élève pas seulement vers le haut, il se déplace aussi très rapidement à l'horizontale. Imaginez lancer une balle de baseball droit vers le ciel. Elle retombera inévitablement. Mais si vous pouviez la projeter avec une vitesse suffisante, et sans que la Terre ne l'arrête, elle tomberait en continu autour du globe. Voilà ce qu'est une orbite. Une chute perpétuelle sans jamais heurter le sol. La vitesse vers l'avant équilibre précisément la force de gravité qui attire l'objet vers le bas. Pour quitter la Terre, un vaisseau doit franchir 3 couches successives. La première, appelée orbite terrestre basse, ou OTB, se trouve à quelques centaines de kilomètres d'altitude. C'est là que gravitent les satellites, l'ISS, ainsi qu'une multitude de débris. Cosmos 482, lui, n'a jamais dépassé cette étape. Si la deuxième poussée avait fonctionné, la capsule aurait traversé l'orbite terrestre moyenne, où circulent les satellites GPS, puis, bien plus haut, à 35 400 km d'altitude, se situe l'orbite géostationnaire, idéale pour les satellites météo et les chaînes de télévision. Nous savons désormais comment Cosmos s'est retrouvé en orbite terrestre basse, et pourquoi il y est resté aussi longtemps. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa chute soudaine ? Même à ces altitudes, l'espace n'est pas parfaitement vide. On y trouve encore des traces d'atmosphère, certes ténues, mais suffisantes pour freiner progressivement les objets en orbite. Rappelez-vous cette balle de baseball, lancée si vite qu'elle aurait pu tourner autour de la planète. Au fil du temps, elle finirait par ralentir, jusqu'à ce que la gravité finisse par la rappeler vers le sol. La Terre bénéficie d'une protection efficace grâce à son atmosphère. Lorsqu'un objet amorce sa chute vers notre planète, sa vitesse continue de croître, atteignant parfois plusieurs dizaines de milliers de km/h. À de telles vitesses, l'air oppose une résistance considérable. Cette résistance engendre des frottements, et ces frottements produisent une chaleur intense, très intense. La surface des objets en chute peut dépasser les 1650 degrés, ce qui les fait fondre, se désintégrer ou même se vaporiser entièrement avant d'atteindre le sol. C'est pourquoi les chercheurs ne s'inquiètent guère des petits débris spatiaux. De modestes fragments issus de satellites désuets, voire des outils égarés durant des sorties extravéhiculaires, retombent régulièrement. Ils se consument comme des étoiles filantes, sans que nous en ayons conscience. Une balle de baseball, bien entendu, se désintégrerait instantanément. Mais qu'en est-il d'une sphère massive, expressément conçue pour résister à l'atterrissage sur Vénus ? Heureusement, ce scénario inquiétant n'a pas pris la tournure redoutée. Cosmos s'est abîmé dans l'océan Indien, à l'ouest de Jakarta, le 10 mai 2025. Les radars l'ont détecté, traçant sa course flamboyante dans le ciel, incandescent, se fragmentant, chauffant, mais suffisamment intact pour atteindre la surface. Ce qu'il fit, fort heureusement, loin de toute zone densément peuplée. Maintenant qu'il repose sous les flots, la question demeure. Le danger était-il véritablement sérieux ? Aurait-il pu s'écraser dans un secteur urbain ? Absolument. Si cette capsule d'environ 500 kg avait frappé une ville, elle aurait pu transpercer des toitures, broyer des véhicules, voire blesser grièvement quelqu'un. Et non, aucune sirène ni alerte n'aurait retenti. Cosmos 482 a été lancé dans les années 1970, bien avant l'avènement du GPS ou du suivi en temps réel. Il n'émettait aucun signal, ne disposait d'aucun véritable système de guidage. Les chercheurs ne pouvaient qu'estimer approximativement son point d'impact. S'il avait chuté sur une zone habitée, son apparition aurait eu tout d'un météore surgi de nulle part. L'épopée de Cosmos, avec un K, s'est conclue sans drame. Mais ce n'est pas le seul objet en orbite susceptible de retomber. Début 2025, on comptait environ 11 700 satellites encore actifs. Or, avec près de 14 900 satellites en orbite, plus de 3000 sont désormais hors service. Et les débris spatiaux ne cessent de s'accumuler.
Les réseaux de surveillance suivent plus de 40 000 objets, d'une taille supérieure à celle d'une balle de tennis, tels que des fragments de fusées ou des restes de satellites. Les scientifiques estiment à plus d'1 million les fragments d'un peu plus d'1 centimètre et à plus de 100 millions ceux de plus petite taille encore en orbite. S'ils ne menacent pas directement la Terre, la majorité encombre l'orbite terrestre basse, où des collisions peuvent créer des nuages de débris, capables d'endommager satellites et stations spatiales. Un seul choc peut déclencher une réaction en chaîne, le syndrome de Kessler, où chaque impact génère de nouveaux débris, jusqu'à transformer l'orbite terrestre en un véritable capharnaüm. Vous vous souvenez du film Gravity? Eh bien, c'est un peu ça. Et oui, des objets bien plus imposants que Cosmos 482 finissent aussi par retomber. Ce n'était pas le premier. En 2016, la station chinoise Tiangong-1 a perdu le contact, et 2 ans plus tard, elle est rentrée dans l'atmosphère avant de se consumer au-dessus du Pacifique. En 2001, la célèbre station Mir a été volontairement désorbitée. Et en 1991, la station Salyut 7 est retombée sans crier gare. Cette station de 40 tonnes s'est désintégrée en rentrant dans l'atmosphère, et les fragments ayant survécu sont retombés sur l'Argentine. Un autre exemple. En 1979, Skylab, première station américaine, est revenue sur Terre sans contrôle total. Des morceaux ont atterri en Australie occidentale. À l'époque, certains journaux offraient même des récompenses à quiconque en retrouvait un débris. Ce genre d'incident n'est pas nouveau. Cosmos n'a été qu'un rappel de plus. Mais la NASA et d'autres agences ont bien conscience du danger. Les engins modernes conçus pour revenir possèdent des parachutes, boucliers thermiques et systèmes de sécurité. Mais les satellites hors service et les anciens débris, ils restent là où il est là-haut. Et la prochaine fois, un objet pourrait ne pas tomber dans l'océan, mais percer votre toit, pendant que vous regardez une vidéo sympa, par exemple. Pas de panique cependant, car cela reste peu probable. Vous avez sûrement vu ces fascinantes images de la NASA, des étoiles naissant dans des nébuleuses, des galaxies entremêlées, des couleurs éclatantes et presque irréelles. Et puis, quelqu'un affirme soudain que tout cela est faux, que la NASA retouche systématiquement ces clichés. Eh bien, c'est vrai. Toutes les photos sont bel et bien modifiées. Mais l'objectif n'est pas de nous tromper. Il s'agit au contraire de révéler ce que notre regard ne pourrait jamais percevoir. La couleur, voyez-vous, est un phénomène étrange. Elle n'est rien d'autre qu'un jeu d'ondes lumineuses et d'énergie voyageant à travers l'espace. Lorsqu'elle rencontre un objet, une banane, une chaise ou même une poussière, celui-ci absorbe une partie du spectre lumineux. Le reste est renvoyé vers nos yeux. Et cette lumière réfléchie, c'est ce que nous appelons la couleur de l'objet. Il existe un vaste spectre de ces ondes, s'étendant des plus courtes aux plus longues. Plus elles s'allongent, plus elles glissent vers le rouge, devenant infrarouge, puis micro-ondes et ondes radio. Inversement, plus elles raccourcissent, plus elles se rapprochent du bleu et du violet, évoluant en ultraviolet, rayon X, puis rayon gamma. Au centre de ce spectre se trouve une bande minuscule que l'on nomme lumière visible, la seule que nos yeux soient capables de détecter. C'est le fameux arc-en-ciel, celui que nous reconnaissons et admirons. Mais cette portion est infime. Autrement dit, nous percevons à peine une fraction du monde. Lorsque la lumière est réfléchie par un objet et atteint nos yeux, des cellules spécialisées, appelées cônes, la captent et envoient l'information à notre cerveau. Ainsi, dire que une banane est jaune, c'est constater qu'elle a absorbé les ondes rouges, vertes et bleues, et renvoyé celles correspondant au jaune jusqu'à nous. Alors, la question se pose. L'espace est-il réellement aussi splendide et coloré, ou bien est-ce une pure illusion? Eh bien, oui et non. Les étoiles émettent de la lumière qui file à travers le vide comme un train lancé à toute allure. Elle continue sa course paisible, jusqu'à entrer en collision avec quelque chose. Particules de poussière, planète, vaisseau spatial ou astronaute. Chaque fois que la lumière rencontre un obstacle, une partie est absorbée, tandis qu'une autre se réfléchit et poursuit sa trajectoire. Ainsi, à chaque interaction, l'intensité lumineuse diminue. Et si vous pénétrez dans une nébuleuse, autrement dit, un immense nuage de gaz chargé de particules, la lumière s'y disperse rapidement, jusqu'à s'évanouir presque totalement. Les nébuleuses émettent également une lumière naturelle, produite par des gaz ionisés tels que l'hydrogène, l'oxygène ou le soufre, qui brillotent à des longueurs d'onde précises. Mais cette lueur est extrêmement ténue. Gardez à l'esprit que nos yeux ne perçoivent les objets que si la lumière s'en reflète jusqu'à eux. De surcroît, nos cônes,
responsable de la perception des couleurs, ne s'activent qu'en présence d'une forte luminosité. En d'autres termes, les sources faibles nous échappent entièrement. Sans émission lumineuse directe à proximité, nous serions incapables de discerner quoi que ce soit. Autrement dit, pour nous, l'espace entier ressemblerait à une pièce plongée dans l'obscurité. Les planètes et nébuleuses, sans doute magnifiques, seraient bien là, mais sans source lumineuse apportée, il nous serait impossible de les contempler dans toute leur splendeur. Lorsque la lumière est rare, ce sont les bâtonnets, un autre type de cellules, qui prennent le relais. Excellents pour détecter les mouvements et voir dans l'obscurité, ils sont toutefois peu sensibles aux couleurs. Dans l'espace lointain, notre perception se limiterait à des nuances pâles de gris et de blanc. Si vous étiez à bord d'un vaisseau spatial, les étoiles vous apparaîtraient nettes, blanches et sans scintillement. Vous pourriez discerner quelques nuances rouges ou bleutées sur les plus lumineuses, telles que Bételgeuse ou Rigel. Cependant, la plupart des objets célestes ne seraient que des traînées floues et grisâtres. La Voie lactée ressemblerait à une bande diffuse, bien loin de l'éclat coloré que montrent les astrophotographies. Quant aux nébuleuses, elles évoqueraient de faibles nuages, sans couleur, à moins qu'elles ne brillent avec intensité, comme la nébuleuse d'Orion. Dans notre système solaire, les astronautes parviennent à voir leur environnement grâce à la lumière solaire, ou lorsqu'ils se trouvent près de planètes ou de vaisseaux éclairés. Des planètes comme Jupiter ou Mars conservent une teinte perceptible à l'œil nu. En revanche, sur Terre, sans atmosphère, le ciel diurne serait noir. Le Soleil se présenterait comme un disque éclatant suspendu dans le vide, tel qu'il apparaît depuis la Lune. Si seulement nos cônes rétiniens étaient capables de percevoir la lumière avec une sensibilité bien supérieure, nous pourrions discerner les objets les plus ténus. Mais attendez, cette capacité existe déjà. Grâce à la technologie des caméras à longue exposition et des télescopes, ces instruments sont conçus pour cela. Ils accumulent la lumière pendant plusieurs minutes, voire des heures entières, permettant ainsi de capturer des photons que l'œil humain serait bien incapable de détecter. Lorsque des télescopes comme Hubble ou James Webb réalisent des images, il ne s'agit nullement de jolis clichés destinés aux réseaux sociaux. Ils collectent des données brutes, invisibles, un flux de lumière ténue et de chiffres, à la fois accessibles et inaccessibles à notre vision naturelle. Le télescope James Webb ne capte même pas la lumière visible. Il a été spécialement conçu pour détecter l'infrarouge, autrement dit la chaleur. Ce type d'instrument fonctionne comme une machine à explorer le passé. Il nous dévoile non seulement des galaxies lointaines, mais aussi leur apparence, des milliards d'années auparavant. Nous observons des étoiles éteintes depuis fort longtemps, et des galaxies qui, peut-être, n'existent déjà plus. Tout cela est possible parce que James Webb peut percer les nuages de gaz et de poussière pour atteindre des galaxies si anciennes que l'expansion de l'univers a étiré leur lumière jusqu'aux longueurs d'onde infrarouges. Autrement dit, ce télescope n'a pas pour vocation de produire de belles images. Sa mission première est d'analyser l'histoire de l'univers. À première vue, les données reçues prennent la forme d'images noires ou en niveau de gris. Lorsque James Webb transmet ses relevés, le résultat semble vide. Mais lors du traitement ultérieur, les astronomes attribuent aux longueurs d'onde des couleurs visibles. Chaque teinte est choisie de façon à faire ressortir une caractéristique précise, un type de gaz, une plage de température ou une longueur d'onde donnée. Cela permet de révéler des éléments que nos yeux ne pourraient jamais percevoir. Parfois, l'image restitue uniquement ce que l'œil humain verrait. Parfois, les couleurs sont modifiées ou ajoutées pour faire apparaître des intensités ou des éléments particuliers. Prenons l'exemple d'une supernova, une étoile qui explose en projetant ses débris. Pour comprendre le phénomène, il est essentiel d'en visualiser précisément les restes. Cela implique d'ajuster le contraste ou d'affiner l'équilibre des couleurs, afin de révéler certains gaz ou de distinguer des objets diffus, proches de sources lumineuses intenses. Vous souhaitez observer un caillou étrange sur Mars? Il suffit de zoomer, régler la lumière, accentuer les ombres. C'est ce que font les photographes au quotidien. Les scientifiques aussi, car plus c'est clair, mieux on comprend. Même les clichés des missions Apollo ont été retouchés à l'époque contemporaine. Cela revient à restaurer un vieux film, afin qu'il devienne net plutôt que brumeux. Sans ces ajustements, les découvertes les plus extraordinaires de ces 2 dernières années, ces galaxies primitives, ces étoiles naissantes au cœur des nuages cosmiques, apparaîtraient comme de simples images figées. Est-il possible de mal interpréter les couleurs? Bien sûr, prenez Mars par exemple. Les images que nous en recevons semblent presque entièrement rouges. Mais une fois sur place, ces teintes sont bien plus variées, allant du doré au brun, en passant par le beige et le jaune. Cette apparence rougeâtre provient de l'oxyde de fer contenu dans les roches, la poussière et le sol martien. L'aspect final dépend de l'éclairage, de l'atmosphère et des procédés de traitement d'image.
Mais ces couleurs saisissantes que nous voyons ne sont pas inventées. Les galaxies renferment des milliards d'étoiles, d'amas de gaz et de poussière qui produisent naturellement une gamme chromatique d'une richesse stupéfiante. Les clichés de la NASA ne sont en réalité que des traductions. Imaginez ceci. Si nous avions des lunettes capables de capter davantage de lumière, à la manière d'Hubble ou de James Webb, le ciel nocturne serait d'une telle splendeur que vous n'arriveriez plus à fermer l'œil. Ces lunettes astronomiques idéales devraient amplifier la lumière ténue, enrichir les couleurs et les rendre visibles à nos yeux. Or, la vision nocturne actuelle est insuffisante. Elle fonctionne en amplifiant la lumière visible ou proche, infrarouge, mais restitue tout en nuances vertes, sans véritable couleur. Quant aux lunettes infrarouges, elles détectent uniquement la chaleur. Il nous faudrait des dispositifs capables d'accroître la sensibilité aux photons d'un facteur d'environ 10 000. Si seulement nous avions les capacités de certains animaux, les serpents voient dans l'infrarouge, les abeilles perçoivent l'ultraviolet, et les oiseaux distinguent moins plus de couleurs que nous. Nous ne pouvons même pas concevoir ce qu'ils voient réellement. Alors oui, la NASA modifie ces images, car l'univers brut n'est pas adapté à notre regard. Il est obscur, glacial, lointain et silencieux. Mais avec un peu de traduction, quelques calculs, une mise en couleur, un travail narratif, nous pouvons contempler l'invisible, explorer le passé et inspirer de nouvelles vocations pour l'étude de l'espace. Houston, nous avons un problème. Bien que légèrement paraphrasée, cette phrase est entrée dans la postérité comme l'une des plus célèbres de l'histoire spatiale. En réalité, les mots prononcés furent « Ok, Houston, nous avons rencontré un problème ici, transmis depuis l'espace lors de la mission Apollo 13, à la suite d'une détonation soudaine. Cet incident laissa les astronautes livrés à eux-mêmes dans le vide, avec à peine quelques minutes de réserve en énergie et en oxygène. La mission Apollo 13 devait constituer le 3e alunissage de la NASA, un événement devenu presque coutumier, si bien que l'attention du public était davantage tournée vers la séparation des Beatles que vers un nouveau vol lunaire. Le lancement eut lieu le 11 avril 1970. Durant les 2 premiers jours, le déroulement fut si fluide qu'il semblait surpasser tous les vols précédents du programme Apollo. Au 3e jour, les astronautes, James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise, se trouvaient à environ 330 000 km de la Terre. Ils venaient d'achever une émission télévisée depuis leur vaisseau, présentant le module lunaire Aquarius et le module de commande Odyssey. Les astronautes étaient pleins d'enthousiasme. Ils devaient atteindre l'orbite lunaire le lendemain, avant que Lovell et Haise ne descendent sur la formation géologique Fra-Mauro. Leur séjour sur la Lune devait durer 33 heures, avec des sorties extravéhiculaires, des analyses de roches et l'installation d'instruments scientifiques destinés à envoyer des données vers la Terre. Pendant ce temps, Swigert, resté en orbite, poursuivrait ses propres expériences. Tous s'affairaient à leur tâche, notamment le mélange des fluides cryogéniques dans les réservoirs. Soudain, un bruit sec, un pang assourdissant, fit vibrer l'ensemble du vaisseau. À cet instant précis, 55 heures, 55 minutes et 4 secondes après le départ, le centre de contrôle de Houston détecta une anomalie dans le comportement de l'antenne, accompagnée d'interférences sur la liaison radio. Quelques secondes après la détonation, les voyants d'alarme s'activèrent et l'ordinateur principal redémarra brutalement. C'est alors que Jack Swigert alerta Houston qu'un incident venait de survenir. Le bus électrique principal B subissait une chute de tension. Tous se mobilisèrent sans tarder afin d'identifier la panne et tenter d'y remédier. Les astronautes pensèrent qu'un objet avait pu heurter leur module lunaire. Lovell et Swigert fermèrent alors la trappe, isolant ainsi les 2 sections du vaisseau. Peu après, des alarmes se déclenchèrent concernant les systèmes d'hélium et de carburant, tandis que la tension électrique baissait dangereusement. Haise tenta de rétablir le courant en reconnectant les piles à combustible, mais ses efforts restèrent vains. 5 minutes s'étaient écoulées depuis la détonation, et l'équipage s'efforçait encore de cerner l'origine du dysfonctionnement. Ils constatèrent alors une fuite d'oxygène provenant du vaisseau. Après quelques calculs, le centre de contrôle estima qu'il ne leur restait qu'environ 2 heures d'énergie. Le module lunaire étant intact, ils commencèrent à envisager de l'utiliser comme refuge de secours pour le reste du vol. 2 des 3 unités d'énergie, appelées piles à combustible, étaient hors service. Les astronautes devaient donc préserver la dernière autant que possible. Il leur fallait aussi vérifier si les réserves du module lunaire Aquarius, oxygène, électricité, eau potable, système de refroidissement des équipements et d'élimination du dioxyde de carbone, suffiraient à 3 hommes pendant 4 jours, au lieu de 2 hommes pendant 2 jours. Il fallait surtout préserver des réserves suffisantes dans le module de commande Odyssey,
pour permettre un retour sur Terre en toute sécurité. Le centre de contrôle soupçonnait que la fuite provenait de la pile à combustible numéro 3 et demanda donc aux astronautes de la désactiver, ce qui excluait tout alunissage. Toutefois, cette action ne mit pas fin à la fuite, car celle-ci était en réalité liée au réservoir d'oxygène. L'un était déjà vide, l'autre bientôt épuisé. À présent, des millions de personnes dans le monde suivaient avec inquiétude le sort de l'équipage. Moins d'une heure après la détonation, une nouvelle directive tomba. Il ne s'agissait plus d'atterrir, mais de contourner la Lune et de ramener l'équipage sur Terre aussi vite que possible. La priorité était de reprendre une trajectoire particulière, appelée retour libre, qui profiterait de la gravité lunaire pour permettre au vaisseau de revenir sans utiliser davantage de carburant. Mais avant tout, ils durent de se précipiter dans le module Aquarius, car il ne leur restait que quelques minutes d'énergie. Une fois installé à bord, le centre de contrôle dut mettre au point un plan pour assurer un retour rapide et sûr, tout en réduisant au maximum la consommation d'énergie afin de préserver la durée de vie des batteries, et en gérant efficacement les ressources disponibles. L'un des responsables de haut rang déclara qu'il s'agissait de la crise la plus grave jamais rencontrée lors d'un vol habité, mais les équipes conservèrent leur confiance dans un retour sain et sauf de l'équipage. 61 heures et 30 minutes après le début de la mission, soit environ 5 heures et demie après l'accident, les astronautes d'Apollo 13 actionnèrent le moteur du module lunaire durant 34 secondes afin d'ajuster leur trajectoire pour contourner la Lune avant de mettre le cap vers la Terre. Si rien d'autre n'était fait, leur capsule retomberait dans l'océan Indien au bout de 151 heures et 45 minutes. Mais comme le navire chargé du sauvetage se trouvait dans le Pacifique et que le contrôle de mission souhaitait les rapatrier plus tôt, une nouvelle mise à feu des moteurs fut planifiée 2 heures après leur passage au plus près de la Lune, afin d'accélérer leur retour. À 76 heures et 42 minutes de vol, Apollo 13 pénétra dans l'ombre de la Lune. Les astronautes purent alors apercevoir les étoiles jusqu'ici dissimulées par les débris entourant le vaisseau. 26 minutes plus tard, alors que leur vitesse augmentait sous l'effet de la gravité lunaire, le vaisseau passa derrière la Lune, interrompant aussitôt toute communication avec le centre de contrôle. Durant leur passage derrière la Lune, les astronautes établirent un record. Jamais des êtres humains ne s'étaient éloignés autant de la Terre, atteignant 471 km. Ce record s'explique par l'éloignement exceptionnel de la Lune dans son orbite à ce moment-là, conjugué à une trajectoire qui les mena encore plus loin. L'équipage en profita pour photographier abondamment la face cachée de la Lune. 25 minutes après avoir disparu derrière l'astre, Apollo 13 reparut enfin. En s'éloignant de la Lune, les astronautes continuèrent à photographier, notamment le site d'atterrissage d'Apollo 11 dans la mer de la Tranquillité. 2 heures plus tard, à 10 000 km de la Lune, ils activèrent le moteur du module lunaire durant un peu plus de 4 minutes, afin d'accélérer leur retour sur Terre de 10 heures. Après cette manœuvre, ils réduisirent l'alimentation d'Aquarius de 80% pour préserver les batteries. La cabine devint très froide, rendant le sommeil difficile. Ils durent aussi limiter leur consommation d'eau à 180 ml par jour. Les cartouches d'épuration de l'air, chargées d'éliminer le dioxyde de carbone, n'étaient efficaces que pendant une 50aine d'heures. Le module de commande disposait de cartouches supplémentaires, mais celles-ci n'étaient même pas compatibles avec les tuyaux du module lunaire. Face à cette difficulté, les ingénieurs au sol conçurent une solution ingénieuse, qu'ils expliquèrent à l'équipage via la radio, pour adapter les cartouches du module de commande au système du module lunaire. Ainsi, l'équipage dut réaliser un changement de cartouche maison. Le matin du 15 avril, Apollo 13 pénétra dans le champ gravitationnel terrestre. Les astronautes durent procéder à une légère correction de trajectoire, utilisant une nouvelle fois le moteur du module lunaire. Cette manœuvre fut efficace, mais le module demeurait très froid, à environ 3 degrés Celsius, et de la condensation s'était formée sur les parois. Épuisés et frigorifiés, les astronautes tentèrent de trouver le sommeil tout en se préparant aux étapes suivantes, séparer les différentes parties du vaisseau spatial et pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Ils larguèrent d'abord le module de service, ne conservant que les modules de commande et lunaire attachés. Ensuite, ils regagnèrent le module de commande Odyssey et le remirent en fonctionnement. Après avoir séparé le module lunaire, le module de commande continua seul sa route, pénétra dans l'atmosphère terrestre et amérit en toute sécurité le 17 avril dans l'après-midi, après un total de 142 heures, 54 minutes et 41 secondes passées dans l'espace. Malgré cette épreuve périlleuse, les astronautes étaient en bonne santé. À la suite de l'accident d'Apollo 13, la NASA constitua rapidement un comité spécial qui consacra environ 2 mois à l'enquête. Ils établirent qu'un incendie électrique dans l'un des réservoirs d'oxygène du module de service avait causé l'accident, résultat d'un mélange d'erreurs humaines et d'une conception par trop complexe.
Pour prévenir de futurs incidents, la NASA décida d'apporter des modifications aux engins Apollo, en ajoutant une batterie de secours dans le module de service ainsi qu'un troisième réservoir d'oxygène afin de garantir un approvisionnement suffisant. Depuis des décennies, l'exploration de l'espace suscite les rêves des hommes. Et depuis l'an 2000, une présence humaine continue a été maintenue en orbite. Récemment, un nouveau record a été établi. Il y a à peine quelques semaines, 17 personnes de 5 nationalités différentes se trouvaient simultanément en orbite terrestre. Le précédent record remontait à septembre 2021, lors de la mission Inspiration 4, financée par des fonds privés, où le nombre de personnes en orbite atteignait 14. Voyons cela. Récemment, 3 nouvelles personnes ont rejoint la station spatiale chinoise de Tiangong. À bord se trouvent également 3 autres astronautes, présents depuis novembre 2022, qui devraient retourner sur Terre en juin. Par ailleurs, 7 individus se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, tandis que 4 membres d'équipage ont quitté l'ISS à bord du véhicule Crew Dragon Freedom de SpaceX, retournant avec succès sur Terre le 30 mai 2023. Cela laisse 13 personnes en orbite. Fait intéressant, ce record inclut également la 600e personne à atteindre l'orbite terrestre. Rayana Barnaoui, membre de la mission Axe-2, est devenue la 600e voyageuse spatiale et la première saoudienne à voyager dans l'espace. Mais on a quelque chose d'encore plus fascinant à vous révéler. En effet, le record du plus grand nombre de personnes dans l'espace, et pas uniquement en orbite terrestre, a également été battu il y a peu. Toutefois, ce record n'a duré que 5 minutes environ. Durant ce bref laps de temps, 20 personnes se trouvaient hors de la planète. Ce record a été établi lorsque 6 membres de l'équipage du VSS Unity 25 de Virgin Galactic se trouvaient en même temps que 3 taïkonautes chinois vivant et travaillant à bord de Tiangong, ainsi que 11 astronautes à bord de l'ISS. Cela commence à être sacrément encombré. Eh bien, la Station spatiale internationale a toujours accueilli la majorité des voyageurs spatiaux en provenance de la Terre. Cependant, je parie que certains faits fascinants sur cette prouesse technologique vous échappent encore. L'ISS est l'un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne. Le plus impressionnant ? Vous pouvez vous inscrire à un service spécial qui vous enverra une notification chaque fois que la station passe juste au-dessus de votre emplacement et reste visible à l'œil nu. Personnellement, on l'a observé à de nombreuses reprises, et c'est une expérience vraiment impressionnante. Normalement, vous pouvez la voir entre le crépuscule et l'aube, mais attention, car la station se déplace extrêmement vite. À une vitesse de 8 km par seconde, elle boucle une orbite complète autour de la Terre en seulement 90 minutes. La Station spatiale internationale est un véritable record en soi. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, avec une longueur de 110 mètres, soit la même taille qu'un terrain de football. Son poids atteint environ 450 tonnes, et 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS simultanément. L'espace de vie et de travail à bord est plus vaste qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 dortoirs, d'une salle de sport, de 2 salles de bain, ainsi que d'une impressionnante vue panoramique à 360 degrés depuis leur grande baie vitrée. Passons aux détails plus techniques. Sur l'ISS, les astronautes n'ont pas à affronter de mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée sent tout ce que les astronautes emportent avec eux pour les protéger des mauvaises odeurs. Le problème est que, dans l'espace, vous ne pouvez pas simplement aérer la pièce si l'odeur devient désagréable. C'est pourquoi la NASA est extrêmement prudente concernant les fragrances autorisées à bord. Enfin, sachez qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation, car chaque simple chargement d'un demi-kilogramme envoyé à l'ISS coûte jusqu'à 10 000 $. Il est donc plus économique de jeter ces vêtements sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. En dormant, vous bénéficieriez d'un flux d'air exceptionnel autour de vous. Sinon, le dioxyde de carbone que vous expireriez formerait une bulle autour de votre tête, entraînant une privation d'oxygène. Et cela n'est clairement pas idéal. Les gens pensent souvent que dans l'espace, la gravité devient nulle, d'où l'apesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La gravité reste l'une des forces les plus fondamentales de l'univers. Grâce à elle, la Lune peut orbiter autour de la Terre, et le Soleil ne dérive pas de notre galaxie, la Voie lactée. Mais sur l'ISS, les astronautes ne rencontrent pas de gravité à part entière, mais une microgravité, autrement dit, une gravité très faible. La gravité terrestre à bord de la station est seulement 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. Cependant, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau, les personnes à bord et tous les objets continuent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète.
suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets semblent flotter. Cependant, nos plans d'exploration spatiale vont bien au-delà de l'orbite terrestre à bord de la Station spatiale internationale. Nous nous préparons à envoyer des missions sur la Lune et à établir des colonies sur Mars. Certains experts estiment qu'au cours des 25 prochaines années, environ 20 000 personnes pourraient quitter la Terre. Mais combien de personnes faudrait-il pour coloniser un système stellaire entier? En 2002, l'anthropologue John Moore de l'Université de Floride a avancé qu'un vaisseau spatial transportant 150 passagers pourrait quitter la Terre et entreprendre un voyage de plusieurs milliers d'années vers un autre système stellaire. À leur arrivée, les descendants de l'équipage initial pourraient bâtir des colonies sur un nouveau monde. Cela semble être un projet aussi ambitieux que titanesque. Mais poursuivons. Le système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière de notre planète. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Cependant, pour nous, c'est une distance tellement gigantesque qu'il faudrait construire un vaisseau générationnel pour y parvenir. Mais la vraie question est de savoir combien de personnes il faudrait envoyer pour garantir une diversité génétique suffisante. Une nouvelle étude contredit John Moore, affirmant qu'il faudrait bien plus de 150 personnes. Selon un scientifique de l'Université d'État de Portland, un vaisseau voyageant vers un monde aussi lointain devrait transporter au minimum 10 000 individus. Ce nombre pourrait assurer le succès de la mission. 40 000 personnes seraient encore mieux, car qui sait ce qui pourrait arriver aux voyageurs lors d'un trajet aussi périlleux et sans précédent. Pour le moment, la NASA n'est pas prête à envoyer des humains même sur Mars, alors encore moins vers un système solaire éloigné. Toutefois, quelques organisations privées travaillent sur ce projet. Elles espèrent rendre les voyages interstellaires possibles au cours du siècle prochain, en misant sur une augmentation significative de la vitesse de propulsion, ce qui pourrait réduire le temps de voyage entre les étoiles à seulement quelques centaines d'années. Les chercheurs ont mené plusieurs simulations pour analyser les différents scénarios pouvant se produire lors d'une telle mission interstellaire. Ils en ont conclu que le succès de cette mission dépendrait grandement de la taille de la population de départ. La diversité génétique permettrait de maintenir la santé des voyageurs. Plus la population est grande, plus elle est diversifiée. Et 150 personnes ne suffiraient clairement pas pour maintenir cette diversité génétique. Même une population de 500 personnes n'y suffirait pas. D'un autre côté, si nous envoyons 40 000 personnes vers un autre système stellaire, nous pourrions maintenir une variation à 100%. Même 10 000 voyageurs rendraient le scénario relativement stable, ce qui signifie que tout nombre compris entre 10 et 40 000 personnes serait un pari assez sûr. Mais bien sûr, nous ne pourrions pas envoyer autant de personnes avec un seul vaisseau spatial. Il faudrait en construire plusieurs et les répartir. Ces vaisseaux pourraient être modulaires, capables de s'amarrer ensemble pour le commerce et le contact social, probablement pour maintenir une certaine diversité génétique. Cependant, ils voyageraient séparément afin que, si un désastre frappait l'un d'eux, les autres s'en sortent indemnes. Mais pour rendre le voyage interstellaire possible, les chercheurs et ingénieurs devront surmonter de nombreux défis. Accroître la vitesse de propulsion, gérer les effets négatifs de la vie spatiale, et inventer des systèmes autonomes fournissant air, eau et nourriture. Ou bien, nous pourrions simplement décider de réparer notre propre planète et de rester chez nous.